Alors, on aborde ici le petit b, variation du vecteur vitesse delta v en vecteur. Comme je l'avais déjà précisé, j'espère que vous comprenez bien que delta en physique, ça désigne toujours une variation. Donc juste le fait d'écrire delta v, vous comprenez que c'est variation du vecteur vitesse. Alors, définition qu'on va commenter, soit un système de vecteurs v de t. Alors, un système de vecteurs, bah oui, parce que en fait, par rapport à une chronophotographie, on va pouvoir finalement mesurer et indiquer à chaque point de la courbe un point, un vecteur vitesse. Donc on a bien un système de vecteurs. La variation du vecteur vitesse entre les dates t plus delta t du système et delta v de t est égal à v de t plus delta t moins v de t. C'est-à-dire, en fait, voilà, donc la variation de vecteur vitesse en un instant donné, eh bien, c'est la vitesse à l'instant d'après moins la vitesse à l'instant. D'accord? Finalement, futur moins présent. Voilà. Donc c'est une différence. On va regarder un petit peu les exemples qu'on nous propose. On veut construire delta V au point M4. Donc ici on a donc la chronophotographie avec la trajectoire, les points M4, M5, M6 qui sont donnés et qui sont séparés toujours par une même durée delta T. On a vu l'exercice, enfin au petit A précédent, comment on pouvait arriver à tracer V4, V5. Voilà. Et là, on nous demande quelque chose de supplémentaire. On nous demande la variation delta V4 finalement, delta V au point M4. Bah, delta V4, ça serait V5, l'instant d'après, moins V4, l'instant présent. Du coup, on a juste une somme vectorielle à faire. C'est juste une construction de somme de vecteurs. Alors, V5 moins V4, ça peut aussi s'interpréter en faisant moins V4 plus V5. Voilà. Donc voilà pourquoi ici on construit moins V4 en partant de M4. Donc voilà, pas compliqué, on fait donc, on voit bien V4, V4, moins V4 c'est l'opposé. Ensuite on va juste reporter V5, puisqu'on va faire moins V4 plus V5. Donc on va essayer de le faire ensemble comme ça, voilà, donc là j'ai V5. Voilà. Alors, je peux comme ça, et je vais juste translater en fait. Je translate mon vecteur, il a toujours la même direction, et au bout du moins V4, comme ceci. Et le vecteur somme, le vecteur résultant, là, il va démarrer en M4, là, et il va aller jusqu'au bout de ce vecteur-là, comme ici. Et donc ça c'est delta V4. Voilà. La variation de vitesse, finalement, bizarrement, ça pourrait nous paraître bizarre comme résultat, elle n'est pas tangente à la trajectoire, elle est vraiment vers l'intérieur de la trajectoire. Bon, a priori, voilà, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais en réalité, vous allez voir que ça a un sens bien physique que vous allez découvrir tout de suite. Alors, petit aparté aussi, cette construction de vecteurs, là, donc ça c'est exactement la construction de vecteurs qu'on vient de réaliser, mais on peut aussi la traiter de façon, comme on dirait, analytique, c'est-à-dire juste avec les coordonnées cartésiennes. Voilà. Donc ça en mathématiques vous savez le faire, donc soit on fait une construction de vecteurs sur le papier, etc., ou soit on peut traiter le problème de façon analytique, c'est-à-dire avec les coordonnées. En sachant que finalement vous avez un vecteur V4 avec V4x et V4y, abscisse ordonnée, V5 abscisse ordonnée. Donc ici ils ont été représentés en colonnes, je ne sais pas si en maths vous avez l'habitude de les mettre en ligne, mais en physique on les met souvent en colonnes. Bon. Et ensuite, vous savez très bien que l'addition de vecteurs, c'est simple, on additionne les coordonnées suivant l'abscisse et les ordonnées. Donc on aurait finalement coordonnées V5x moins V4x, V5y moins V4y. Donc en fait on prend cette ligne là, on fait la différence, et puis ici la différence.
Donc c'est une façon aussi de faire. J'avais proposé aussi des exercices, hein. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai proposé des exercices où à partir de coordonnées on vous faisait tracer le vecteur et vice versa. C'était juste finalement les outils mathématiques dont on a besoin en mécanique. Deuxième point de la leçon, la somme des forces appliquées à un système. Un système soumis à plusieurs forces se comporte comme s'il ne subissait qu'une seule force unique. Ça c'est un principe en physique. Plusieurs forces agissent sur le système, on va faire la somme vectorielle de ces forces et on dira que c'est qu'une force unique. Du coup, on a une définition qui est assez immédiate. Hein, la somme des forces, notée F total, eh bien, se calcule en additionnant toutes les forces notées F1, F2, F3, etc. exercées sur le système. Voilà. On construit la somme des forces en additionnant les vecteurs forces qui s'appliquent au système. On peut aussi calculer les coordonnées de la somme des forces en ajoutant les différentes coordonnées de chacune des forces. Donc il y a aussi cet aspect-là avec les coordonnées. On appelle ça faire de la géométrie analytique. Et du coup, eh bien, lorsque le système subit plusieurs forces dont la somme est nulle, F total égale 0, on dit que les forces subies par le système se compensent. Et donc on pourra appliquer le principe d'inertie qui nous dit que le mouvement est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Alors comment on trouve cette somme des forces? Donc on a un petit exemple là ici qui est intéressant. Parce que ça c'est pas du tout évident hein, par rapport aux exercices qu'on peut trouver. On ne savait pas forcément quelle force, etc. etc. Alors, exercice bateau, je dirais, classique. Donc vous avez un objet ici dont on a indiquer le centre d'inertie G. Bon, ici c'est un cube, donc ça va être le centre du cube, tout simplement. Si on considère que la masse est homogène. Et on a une table, et puis il est attaché par une ficelle que l'on tire. Alors quelles sont les forces? Donc première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est de faire l'inventaire des forces. Quelles sont les forces qui peuvent agir sur le système? Il y a déjà le poids P, d'accord, qui est ici, qui est vertical. Ça c'est une caractéristique du poids, c'est toujours la verticale, et dirigé vers le bas. Effectivement, s'il n'y a pas la table, il tombe. Et en fait, le système, il a tendance à vouloir s'enfoncer dans la table. Or, il ne s'enfonce pas dans la table. Pourquoi? Parce que la table, elle pousse, en fait. La table veut aussi exercer une poussée qui s'appelle la réaction. La table réagit. Elle réagit sur le système. Donc on a une force ici qui est la réaction. On n'a pas fait forcément perpendiculaire, qui n'est pas forcément perpendiculaire à la table, qui n'est pas forcément opposé au poids. Donc on l'a fait dans ce sens-là. On suppose par exemple qu'elle est comme ça. Et puis il y a ce qu'on appelle la tension du fil. La tension du fil qui a comme direction le fil et le sens, dans le sens où on tire, en fait, on tire l'objet. D'accord? Donc intuitivement, on voit bien que la tension, elle est dans ce sens-là. Donc voilà les trois forces qui agissent sur le système. Donc on fait l'inventaire des forces, on fait un petit dessin. Toutes ces forces s'appliquent au point G. Voilà. Et ensuite, on va faire la somme de toutes ces forces. Donc vous voyez, on part du poids. Au bout du poids, on va reporter la tension, donc de façon parallèle, c'est construction de vecteurs, et on reporte R. Et la force totale, elle va être au début finalement de la construction et arriver à la fin de la construction. Voilà. Nous voici arrivés donc à la fin de la leçon, le point 3, relation entre force et variation du vecteur vitesse. Ça c'est un point très très important en mécanique, c'est ce qui définit ce qu'on appelle la mécanique classique et qui est dû à Isaac Newton. C'est lui le fondateur de la mécanique classique. Donc ça c'est très très important, notamment pour la terminale. Alors, de quoi ça parle? Alors, petit a, expression approchée de la deuxième loi de Newton.
Deuxième loi Newton, donc ça veut dire qu'il en a fait au moins deux. Il y a une première, il y en a même trois en fait. Il y a trois lois Newton, il y a une première loi, une deuxième loi et une troisième loi, donc vous verrez plus tard. Mais cette deuxième loi, là, elle est très très importante. C'est ce qu'on appelle aussi la relation fondamentale de la dynamique. Alors cette deuxième loi Newton, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La relation approchée existant entre la somme des vecteurs f total, dont on vient de voir comment on pouvait calculer tout ça, exercée sur un système de masse m, et son vecteur variation de vitesse delta v entre la date t et la date t plus delta t, est donnée par une relation ici, vectorielle. La force, donc finalement totale, qu'un objet subit, c'est égal à la masse, sa masse, multipliée par sa variation de vitesse, divisé par delta t. Voilà. Donc ça c'est la relation, la deuxième loi de Newton. La variation du vecteur vitesse et la somme des forces appliquées à ce système ont donc le même sens et la même direction. On nommera par la suite cette relation deuxième loi de Newton, même si cela n'en est qu'une version approchée. Effectivement, c'est une version approchée, vous verrez la version finale en terminale. Elle n'est valable que dans certains référentiels qualifiés de galiléens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est un référentiel galiléen? Un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui vérifie cette relation-là. Voilà. Et si un référentiel, on peut vérifier cette relation-là, alors on dit qu'il est galiléen. Voilà. En pratique, dans ce chapitre, la valeur de delta t sera souvent donnée. Delta t, c'est souvent donné dans l'énoncé comme on a vu depuis qu'on fait de la mécanique cette année. Alors au passage, on voit que cette formule démontre en fait le principe d'inertie. Puisque le principe d'inertie dit que si la force, finalement, il n'y a aucune force qui agit sur le système, c'est-à-dire que la force totale est nulle, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que cette quantité-là, m delta v sur delta t, est nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de vitesse. Et s'il n'y a pas de variation de vitesse, on comprend que la vitesse est constante. Elle ne varie pas, elle est constante. Du coup, c'est forcément un mouvement rectiligne uniforme. Puisque quand on dit que la vitesse ne varie pas, c'est en direction et en sens aussi. Donc ça peut être qu'une droite. Et la norme ne change pas. Ou alors ce serait immobile aussi. Pas de variation de vitesse, mais il n'y avait même pas de vitesse, donc immobile. Donc vous voyez que cette formule, elle démontre en fait le principe d'inertie, qui ne devient plus un principe finalement.